19h05 dans nos locaux. Mesdames et messieurs, bonsoir et toutes nos excuses pour ce retard. Eh bien, merci de nous rejoindre sur BB24. Nous sommes ensemble pour le tout premier numéro du grand rendez-vous de la semaine. On démarre tout de suite avec la vidéo de présentation de certains sites touristiques du Bénin. Des principales ethnies qui bordent la réserve de la Pindiari. Et le nom initial c'est Pindiari, qui signifie la grande rivière ou la rivière mâle en Gourmandie. Pindiari. Alors, la Pindiari. Voilà, mesdames et messieurs, le parc Pindiari en images. C'est donc cette compilation que vous avez eue dans cette vidéo. Ce soir, nous avons 4 rubriques à vous proposer sur ce numéro du grand rendez-vous. La saison des pluies démarre à peine au Bénin et les répercussions sur l'élevage ne vont plus tarder à se manifester. Quelles sont-elles? Comment aider les éleveurs à y faire face? Nous allons recevoir José Migan dans un instant pour y répondre. Calculer sa période de fécondité, beaucoup de femmes ont du mal à y parvenir. Une application béninoise a décidé de relever le défi. Dis-moi Doc, c'est son nom, heureuse d'annoncer, les reçoit dans la rubrique Nature et Bien-être. La Startup Day, c'était hier une journée dédiée à la promotion et à la valorisation des startups. Une initiative née sur le continent africain, plus précisément en Côte d'Ivoire. Revenons-en au Bénin à présent. Les startups ici ont-elles un statut particulier? Comment se porte l'écosystème des startups? L'espère aujourd'hui s'y intéresse. Et ce soir en beauté, nous nous intéressons au maquillage, au démaquillage plutôt. Les experts en beauté, eux, ils vous diront certainement qu'il est indispensable de se démaquiller, mais c'est très rare qu'ils s'entendent sur le processus. Quel mode opératoire adopter quand on veut se démaquiller? La réponse, vous l'aurez avec Jennifer Sativi et son invité dans un instant. Et voilà, vous le savez, le journal n'est jamais loin du grand rendez-vous et ce soir encore, il aura bel et bien lieu. Précisément à 19h45, vous l'avez compris, nous installons à présent le premier plateau Beauté au pluriel.
Alors, pour certains, c'est une routine beauté. Qu'elle se maquille ou pas, qu'il soit homme ou femme, se démaquiller est devenu un réflexe pour certains. Mais est-ce le cas de tout le monde? Est-ce conseillé de le faire à chaque fois? Comment y arriver? Eh bien, nous allons en parler dans la rubrique Beauté au pluriel. Mais avant de recevoir Jennifer Sativi et son invité, je vous invite à suivre ce reportage. Le maquillage est l'utilisation de produits cosmétiques pour l'embellissement et la modification du corps et des traits du visage. Les premières traces de maquillage sont apparues en 100 000 ans avant notre ère. On a retrouvé des pinceaux et des petits récipients qui contenaient de la poudre d'ocre et de cendre. Le fait de se colorer le corps permettait aux hommes et aux femmes préhistoriques de se protéger du soleil et des insectes, mais aussi de se démarquer les uns des autres et créer une hiérarchie entre les membres d'une même tribu. Aujourd'hui, une multitude de produits et outils cosmétiques chics et en couleur s'offre à nous, chères dames. Plus qu'un plaisir, le maquillage nous permet de nous accepter, de valoriser notre image ou de nous créer un nouveau caractère. Il est aussi une façon de changer la manière dont les autres nous perçoivent. Le maquillage, c'est de venir affirmer les atouts de notre visage. Savoir le faire, c'est connaître également son corps. Le maquillage n'est pas là pour effacer les défauts, mais pour les camoufler. Avec ou sans maquillage, sublimer notre beauté, notre personnalité et prenons la vie du bon côté. Voilà, prendre la vie du bon côté. Là, c'est une très belle phrase, hein, Jennifer Sativi. Bonsoir Agnès Bilou. Bonsoir à vous. Alors, vous prenez la vie du bon côté? Toujours. Je pense que ça évite vraiment toutes sortes de problèmes, toutes sortes d'ennuis de santé. Ça évite les troubles psychologiques. C'est l'idéal alors. Franchement. Mais pour vous, est-ce que le maquillage peut y parvenir? Le maquillage peut aider à prendre la vie du bon côté. Je donne un exemple. Hein. Oui. Ça peut peut-être voiler. Votre humeur, voilà. rose et tout. Mais donc on peut dire qu'en est-il du démaquillage? Je veux bien. Vous allez nous le dire dans Si je un dois instant. suivre la logique de ce que je dis, le démaquillage expose. On nous le dira dans un instant sur ce plateau. Pour en parler, justement, on reçoit Andrea Yovogan. Elle est esthéticienne. Bonsoir. Bonsoir. On voit toute maquillée, bien belle. Ma première Merci. question, si Jennifer me permet, c'est de Ouais. savoir si vous avez l'habitude de vous démaquiller. Oui, très très souvent. D'accord. Très souvent. Donc justement, à quel moment il faut se démaquiller? Parce que là, vous êtes maquillée. Certains vous diront, il ne faut pas forcément attendre de se maquiller pour se démaquiller. Donc, quand est-ce qu'il faut se démaquiller? Bon, il faut dire que le démaquillage, d'abord, c'est le premier geste de beauté. D'accord. C'est un rituel qu'on doit vraiment respecter, qui est très indispensable pour la santé du visage de la femme. D'accord. Donc Ouais. pour vous, ça n'a forcément aucun lien avec le fait qu'on se maquille ou pas. Même Non. les personnes qui restent toujours au naturel, Oui. il faut se démaquiller. Oui, il faut vraiment se démaquiller parce que au cours de la journée, l'homme accumule beaucoup de poussière et le fait de ne pas se démaquiller nous expose notre visage aux boutons, aux acnés, aux comédons, etc. D'accord. Donc, justement, comment se démaquiller? Parce que peut-être je finis, je rentre, je me lave, j'estime que je me suis démaquillée. Donc, je prends quand même, je sais pas, un tissu mouillé, une éponge non. mouillée et je me nettoie le visage. Le maquillage, il est parti, mais est-ce que je me suis démaquillée? Non, pas du tout. Bon, il y a plusieurs sortes de démaquillage. D'abord, il existe des laits démaquillants, des lotions démaquillantes et aussi les lingettes. Surtout, il faut opter pour les démaquillants non alcoolisés parce que les démaquillants qui contiennent de l'alcool agressent souvent la Ce peau. qui est sûr, la sensation de brûlure, elle est présente. Oui, On ça sent peut une le légère brûlure. visage et c'est pas bien. Ça peut nous amener des démangeaisons ou je peux dire, comment dire, Ça peut... Ça peut brûler non seulement rougeurs? les rougeurs et puis les... les boutons. hum, On avait déjà dit les boutons. Non, on va y revenir. Ce qui est sûr, ça D'accord. agresse la peau. ça agresse la peau.
Ça agresse la peau, c'est pas bien. Donc, il y a des lingettes qui contiennent des produits alcoolisés, donc il faut les éviter. Et opter pour les laits démaquillants ou les lotions toniques D'accord. démaquillantes. Mais est-ce que les lingettes sont suffisantes? Est-ce que quand je prends une lingette, je me démaquille? Est-ce que je suis Oui, sûre? oui. Il y a des D'accord. lingettes de très très bonne qualité qui contiennent de bonnes substances. Donc, pour la il faut savoir choisir, en fait. Voilà, sont démaquillants. D'accord. Mais est-ce que ça peut varier? Parce que tout à l'heure, vous avez parlé de lait, vous avez parlé de lotion. lingettes. Oui. Est-ce que ça varie en fonction du type de peau? Bon, pas vraiment. Déjà, quand tu connais le type de peau que tu as et que tu peux te démaquiller avec une lingette qui ne contient pas d'alcool, tu peux aussi utiliser une lotion tonique démaquillante qui ne contient pas de l'alcool. Et puis, D'accord. Mais là, si on est déjà dans la lotion tonique, est-ce qu'on ne profite pas justement du démaquillage pour régler un autre problème de peau? oui. Et c'est sous forme d'un soin. C'est sous forme de soin d'abord pour la peau. D'accord. Oui. Moi, je me demande, je pense que les téléspectateurs aussi ont besoin de savoir, quelle est l'utilité du démaquillage pour un visage? Oui, c'est ça, je disais au début que c'est très indispensable pour le confort d'abord de la peau. C'est d'abord pour le confort. Et en Oui, dehors- et en et dehors c'est du un confort? geste de beauté. D'abord, pour faire le soin de visage, il faut d'abord se démaquiller. D'accord. Pour se maquiller aussi, il faut d'abord se démaquiller. Donc, après le maquillage aussi, même si vous vous lavez, il faut toujours se démaquiller. Parce que D'accord. ça libère les pores, c'est ça? Ça permet au visage de respirer. Ça lui donne de la netteté et du confort. D'accord, justement, tout à l'heure, vous avez parlé de boutons et autres. Je me démaquille pas pendant combien de temps pour avoir des boutons, par exemple? Ou est-ce que Bon, ça varie. Bon, d'abord, les boutons ne surviennent pas forcément à cause du non démaquillage. Oui. Donc, la fréquence n'est pas le même partout. D'accord. Ça dépend de ce que nous mangeons aussi, entre parenthèses. Et Des gestes. combien de fois nous exposons notre visage Voilà, aussi? voilà. C'est un peu ça. Mais si vous deviez prescrire, si vous deviez suggérer une routine... Prescript. Rose vient pour vous, hein, vous utilisez des termes Vous avez vu que je me suis rapidement Ressaisie. Donc, qu'est-ce que vous pourriez conseiller si je dois suivre une routine de démaquillage? Est-ce que je me démaquille et le matin et le soir? Est-ce que je me démaquille une fois par semaine? Bon, moi j'ai travaillé avec une esthéticienne, elle se démaquille tous les 4 heures. Moi je me démaquille 2 fois D'accord. Par en jour? une journée, oui. Le matin et le soir. Le je matin et suppose. le soir. D'accord. Mais si vous permettez, Jennifer Sachili, est-ce que le démaquillage est le même quand on s'est maquillé et quand on se démaquille ou bien ça change? Ça change dans les cas où vous utilisez des lingettes. Il y a des lingettes typiquement pour les maquillages. Genre, quand vous vous maquillez, vous utilisez la lingette pour vous démaquiller. D'accord. Et dans le même temps, il y a aussi des lingettes que vous soyez maquillé ou pas, vous pouvez les utiliser. D'accord. D'accord, mais est-ce que le démaquillage apporte un plus à la peau ou au visage? Est-ce que, voilà, quoi par exemple? Parce que forcément... C'est d'abord le confort. Et en dehors du Quand confort... tu te sens bien, c'est bien, on se sent à l'aise. Et en dehors du confort, ça t'évite les boutons, les rougeurs, les démangeaisons et tout. J'ai entendu Les dire que ça acnés. permet d'avoir une peau plus nette. Je ne sais pas si c'est vrai. Oui, ça donne de la netteté. De C'est la vrai. netteté. Oui. D'accord. Donc, si vous voulez prendre soin de votre peau, commencez à bien respecter les routines de démaquillage. Jennifer Sachili, il faudrait qu'on puisse partager des astuces naturelles. Oui. Ouais. Il y en a peut-être qui n'ont pas les moyens de pouvoir aller vers une lotion, vers des lingettes. Est-ce que vous avez des solutions naturelles à la maison pour le Peut-être en visage? parlant de lait ou d'huile, comme Voilà. vous l'avez dit Je sais pas, déjà. est-ce que la pommade de corps, toute simple, Oui. il y en a qui l'utilisent pour se démaquiller? Est-ce que c'est Non, recommandé? il y a des laits démaquillants. Non, Non, c'est pas... on fait pas toujours la différence. Non, non, un lait, c'est un lait. Non, donc, non, 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 je peux utiliser tous les laits. Ou une huile, c'est une huile. Voilà. Allons-y. Non, non. On ne peut pas utiliser n'importe quel lait.
Il y a des démaquillants yeux doux, il y a des démaquillants toniques, il y a des démaquillants. Mais lequel vous recommandiez particulièrement? Il y en a Moi, par je- exemple qui disent que le lait, ils ont l'impression que tout n'est pas parti. D'autres vous disent c'est plus, Ils ont, c'est voilà. plus net avec la lotion. Lotion. D'autres préfèrent les lingettes. Le truc, c'est que quand vous passez le lait démaquillant, il faut forcément utiliser la lotion tonique. Forcément. D'accord. Oui, Mais forcément. quand vous utilisez la Parce lotion. que quand vous utilisez la lotion, ça peut aller. D'accord. Vous n'avez plus besoin d'autre chose. Mais quand vous utilisez le lait, c'est toujours bien d'utiliser encore la lotion tonique parce que ça rafraîchit. Mais quand tu utilises le lait démaquillant uniquement, tu ne sens pas cette sensation-là Ok. de D'accord. fraîcheur. là. Donc, c'est peut-être parce que ceux qui optent pour le lait d'abord ne savent pas ça ou peut-être parce qu'ils sentent que ça convient plus à leur peau ou parce que c'est plus doux, qui sait. Voilà. C'est possible. L'huile végétale, un démaquillant naturel. Merci Christelle Sagoran pour cette image. Je voudrais que vous vous prononciez dessus. Et ce sera votre mot de fin. Est-ce qu'on peut utiliser l'huile végétale comme un démaquillant naturel? L'huile de carotte, par exemple. Vous L'huile recommandez cela? Bon, sincèrement, c'est pas un truc que j'ai déjà expérimenté, mais elle doit avoir ses raisons. Sinon, l'huile végétale, du moins, ça a beaucoup d'autres astuces D'accord. qu'on connaît en dehors du démaquillant. Du démaquillant. Merci Andrea Yovogon. Rappelons que vous êtes esthéticienne et vous étiez donc sur ce plateau avec Jennifer Sativi, la belle Jennifer La Sativi, belle Agnès. et qui nous dit au revoir ce soir, c'est beauté au pluriel. Oui. Mesdames et messieurs, c'est pour vous annoncer le retour de Fulgencia Rotondi. Elle reprend mais sa rubrique d'ici là. Jennifer Sativi, on vous dit bye bye. Bye bye et voilà. Bienvenue la à prochaine. Fulgencia. Bonsoir chez vous. Vous restez Bonsoir. d'abord avec nous, hein, le temps que je puisse lancer la prochaine rubrique. Il s'agit du monde agricole. Voilà, si comme moi vous vivez à Cotonou, vous vous êtes certainement rendu compte que la pluie signe son retour. Mais quel genre de retour? Est-ce que la saison pluvieuse a véritablement démarré? On n'ira pas dans la guerre de changement climatique, non, les périodes ne sont plus propices. Ce qui nous intéresse, nous, c'est de savoir quels sont les bons réflexes à adopter pour un éleveur en période de pluie. On en parle tout juste après ce reportage. La saison des pluies marque l'intensification des activités sur les exploitations agricoles, surtout sur les sites de maraîchage. Période de culture par excellence, mais à gérer avec dextérité dans le choix des spéculations à produire. Par ces temps de pluie, les cultures qui sont bonnes à produire, pour moi, en tant que professionnel de la terre et du maraîchage, il y a en primo la grande morelle, communément appelée Gboman. Nous sommes dans le champ de Grand Morel. Nous avons aussi les choux, en particulier le chou cabus. Nous avons les carottes aussi. Très avertis, la plupart des maraîchers installés sur ce site de 18 hectares ont opté pour produire ces cultures résistantes à l'eau. Mais Marc, lui, a son choix bien spécial qu'il justifie. Moi, je préfère ces temps de pluie à faire la grande morelle en quantité. Parce que c'est des légumes qui arrivent à supporter, quel que soit le débit d'eau qui tombe du ciel, ça arrive à supporter. Si tu es un vrai connaisseur de la grande morelle, tu peux arriver à réussir et ça va marcher pour toi. Parce que ça marche bien. Ce n'est pas tout le monde qui arrive à le faire. Mais spécialement chez moi, c'est ça que je fais. Au-delà de la maîtrise des techniques culturelles de la Grande Morelle, il y a également des raisons économiques qui font de cette culture le morceau choisi de Marc. Avoir notre clientèle et sur le marché, et en particulier au Bénin ici, c'est un légume privilégié pour tout le monde. Sur 10 clientes qui arrivent ici, au moins, au minimum 10 en demande, faire la demande sur le marché, les restaurants, pour les manifestations, même à la maison. Le souci de ce jeune maraîcher, c'est d'arriver à satisfaire ce grand marché qui s'offre à lui. Et pour y arriver, Marc compte sur sa technique de production. Moi, je ne fais pas beaucoup de chimie ici. Je n'utilise pas trop de produits chimiques ici.
Moi, j'aime les produits bio, les produits naturels. Donc, pour que ça puisse être bien conservé, parce que si la personne achète aujourd'hui, elle ne vend pas. Si il y a des produits chimiques dedans, ça se détériore vite. Donc, moi, j'aime les produits bio. Faire le bon choix des spéculations à produits par ces temps de pluie est nécessaire, mais la maîtrise des techniques culturelles est aussi indispensable pour rentabiliser la production. Voilà, faire le bon choix, ce n'est pas seulement recommandé pour le maraîcher, c'est recommandé également pour l'éleveur. Et pour en parler sur ce plateau, on reçoit José Migan. Bonsoir. Bonsoir, madame. Vous êtes agronome éleveur. Agronome éleveur, tout à fait. Et avec vous, on s'intéresse justement aux bons réflexes de l'éleveur en période pluvieuse, surtout en début de saison pluvieuse. Alors moi, ma première question, c'est de savoir, est-ce que la saison pluvieuse est favorable pour l'éleveur? Oui, la saison pluvieuse favorable pour certains types d'élevage, défavorable pour d'autres. D'accord. Et puis, bon, défavorable, nous n'allons pas dire ça parce qu'il faut que la pluie soit là pour que toute forme d'élevage puisse avoir de quoi manger, on a besoin, on en a besoin. De Donc, quoi c'est se la pluie nourrir. qui fait ça, de quoi se nourrir. Donc, la pluie est toujours la bienvenue. Seulement, pour certains élevages, il faut prendre des dispositions. D'accord. Alors, ça veut dire, pour conclure cette intervention, la pluie est indispensable à La l'élevage. pluie est indispensable à l'élevage. Il faut savoir comment on s'adapte Il finalement. faut savoir comment s'adapter. Il faut prendre des prédispositions pour éviter que ça ne fasse des casses. D'accord. Maintenant, on va aborder étape par étape. On va d'abord parler des types d'élevage qui n'ont qu'un problème avec la pluie. Quels sont ces élevages? Non, on ne peut pas dire qu'il y a de l'élevage qui n'a aucun problème. Vous savez, avec la pluie, l'humidité est permanente. Avec l'humidité, les parasites sont là, les germes se développent. C'est comme microbes aiment l'humidité, donc ça se développe. Mais par contre, il y a des élevages qui ne sentent pas trop ça. Les gros bovidés, par exemple. Non, on va éviter les thèmes trop techniques. Quand vous dites gros bovidés, les bœufs, les ébus, tout ça là. D'accord. On élève des ébus au Bénin? Il y a des ébus au Bénin. Ah, d'accord. C'est déjà une bonne information, mesdames et messieurs. Au Bénin, oui. Quand vous voyez un bœuf qui a des bosses comme ça, c'est un zébu. D'accord. Donc c'est ça, il y a des zébus au Bénin, il y a des taurillons aussi qui n'ont pas de bœufs, qui n'ont pas de bosses. Donc c'est ça. Les porcins, c'est les gros bétails, ça ne cause pas trop de problèmes, mais c'est des périodes qu'il faut préparer avec eux aussi, pour que les parasites ne les embêtent pas trop également. D'accord. Par contre, les petits élevages industriels tels que les volailles, l'élevage des volailles est très sensible à l'humidité, à la pluie. Donc lorsque cette période arrive là, il faut prendre des mesures. Il faut prendre dans la fin de la saison des sèches, éviter que les poulaillers soient exposés, mettre les bâches, vérifier la toiture, remettre les systèmes de bâchage en place, et revoir les zones où éventuellement il y aura des inondations. Il ne faut pas l'installer dans les lits d'eau, il faut éviter qu'il y a ci, il y a ça. Donc lorsque vous prenez ces dispositions-là et que vous mettez les traitements préventifs au point, je pense qu'on traverse la saison des pluies sans pour autant trop craindre trop de maladies. Parce qu'il faut le dire, c'est une période favorable aux maladies parce que l'humidité est permanente dans l'air, les parasites se développent et ils infectent des animaux. Non, je crois que même pour l'être humain, qu'en période de pluie, il y a souvent des problèmes de germes et tout. Oui, mais les enfants sont très sensibles à ça. Voilà, justement, en parlant des enfants, quand vous étiez en train de vous prononcer justement sur la volaille tout à l'heure, j'ai pensé aux poussins. Il y en a qui sont dans l'élevage de poussins. Est-ce à dire que pour ce type d'élevage, par exemple, de façon plus spécifique, on aura encore du mal? Oui. Parce qu'il y en a, il paraît, à la fin de la saison des pluies, qui perdent beaucoup. Ils perdent. Pendant la saison des pluies, vers la fin de la saison des pluies, ils perdent beaucoup. Vous avez les dernières pluies ont été persistantes. Les gens ont eu trop de problèmes parce qu'ils ne s'y attendaient pas. Ils ne sont pas préparés comme cela se doit. Et voilà, les cas étaient au rendez-vous. Il y a eu trop de plaintes. Il faut déjà conseiller à l'éleveur de faire la politique de ses moyens, prendre des poussins qu'il peut garder en temps normal, dont les moyens peuvent suffire de garder. En dehors de ça, il faut mettre les prédispositions, mettre le système de bâchage, mettre l'étanchéité en place, éviter que les poulaillers soient inondés. Les gens de poulailler qu'on a, on n'a pas toujours des poulaillers qui respectent les conditions. Quel genre de poulailler il faut justement pour bien passer la saison pluvieuse? Pour bien passer la saison pluvieuse, d'abord, pour tout éleveur qui vient installer un poulailler, il faut éviter les lits d'eau. D'abord, naturellement, ça. En dehors de ça... Sur la terre ferme. Sur la terre ferme, bien ferme. En dehors de ça, il faut faire des poulaillers en fonction du nombre de têtes dont tu as le moyen de faire, d'élever. Il faut les élever dans des conditions normales, c'est-à-dire mettre un étanchéité au sol, un sol cimenté,
pour éviter que l'humidité ne remonte vers les oiseaux très facilement. Donc pas sur la terre simplement, il faut, il faut cimenter. de ciment, Il faut cimenter lorsque c'est déjà un élevage industriel ou semi-industriel. Il faut forcément mettre ce système d'étanchéité là pour empêcher l'humidité de se lever vers les oiseaux. Et il faut mettre un bâchage et il faut empêcher que la toiture soit percée pour que l'eau tombe dans le Mettre un bâchage. Oui. Vous pouvez expliquer un peu? C'est-à-dire, mettre une bâche pour couvrir? lorsque vous avez un poulailler, supposons un poulailler de 5 mètres sur 10, Si. tout autour c'est des grillages. Si. Lorsqu'il pleut, il y a le courant d'air qui envoie l'eau dans les poulaillers. Un élevage au sol dont la litière est mouillée, c'est exposé aux infections. Il faut éviter que l'eau de pluie, l'eau de vent rentre dans les poulaillers. Puisse entrer dans le poulailler. Donc c'est pour ça qu'il faut faire appel mettre aux un bâches. système de bâche tout autour et chaque fois, essayer de retirer ça lorsqu'il veut l'appuyer là, laisse que le temps menaçant. Attention, l'ouvrier là, il met à disposition pour empêcher que l'eau ne rentre dans les poulaillers. C'est très important. Ça veut dire qu'il faut être méticuleux en période de pluie. Il faut être méticuleux et il faut une présence effective et permanente. D'accord, une présence effective et permanente. Oui. Là, on en était à la volaille. Quand on arrive au niveau du lapin, par exemple, le lapin aussi est très sensible à l'humidité. Très, très sensible à l'humidité. Les lapins, ils sont avec la pied. Ils aiment la fraîcheur, mais ils n'aiment pas une présence permanente d'eau. D'accord. Parce qu'avec la fraîcheur, les lapins se reproduisent très facilement. Ils n'aiment pas trop de la chaleur. C'est bien, ça leur fait du bien. Mais lorsque l'humidité dans l'air est très élevée, ce n'est pas bon pour eux également. Vous constatez qu'il fait trop chaud, il fait trop frais et que l'humidité est très élevée, mettez un système de chauffage dans un coin de la lapinière pour que ça puisse baisser un peu l'humidité relative de l'air, un système de chauffage. D'accord. Très simple. Il y a aussi ceux qui se lancent dans l'élevage des escargots et tout ça. Je suppose qu'eux, ils n'ont aucun problème. C'est le bon moment, c'est la joie. C'est la période. Oui, nous sommes éleveurs d'escargots aussi. Ah, d'accord. Actuellement, c'est la période de soudure. L'escargot, il n'y en a pratiquement pas. Il n'y a que des éleveurs comme nous, chez qui tu peux trouver actuellement des escargots. Nous en avons de disponibles pour les clients. On profite pour le dire. On comprend, oui. Et par la suite, bientôt la période est là pour que ça puisse sortir et que les gens puissent en avoir assez d'escargots. Oui, tout à fait. Alors, qu'en est-il? On revient un peu aux bovidés. Vous avez dit que pour eux, il n'y a pas de problème. Il y a quand même des mesures aussi à prendre. Il y a des mesures à prendre. Lorsque c'est la saison pluvieuse, on est en plein dedans. Les bovidés, les bovins, ils ont assez de fourrage. Il y a assez d'herbe, ils broutent assez d'herbe. Et il faut prendre des dispositions, les déparasiter, mettre un peu de vitamines, quelques antibiotiques pour les empêcher. Au moins de problème, il faut avoir des prévisions pour que les problèmes se présentent vite, les soigner pour qu'ils n'aient pas de grands problèmes. Sinon, ils résistent bien à ça et ils s'y plaisent. Les vaches produisent assez de lait, vous avez le fromage coûte relativement moins cher et ça fait bien pour les humains. Si, mais les agronomes aussi, il y en a qui recommandent justement que le vétérinaire ne soit pas très loin de l'éleveur en période pluvieuse. En période pluvieuse, oui. Il faut que les éleveurs apprennent à vite solliciter. Il ne faut pas qu'ils attendent que les problèmes soient pointus, que l'animal est pratiquement alité avant de réagir. Réagissez vite. Le vétérinaire fera son programme en conséquence, il viendra vous voir à temps aussi pour vous aider à avoir satisfaction. Merci José Migan. Nous rappelons que vous êtes agronome éleveur. Avec vous, donc, on s'est intéressé aux bons réflexes de l'éleveur en début de saison pluvieuse. Merci d'avoir été des nôtres. C'est terminé pour la rubrique Monde agricole. Et nous allons recevoir Heureuse Danondé et son invité dans un instant. Mais avant, on suit ceci. Voilà, c'est la rubrique Nature et Bien-être qui ce soir s'intéresse à la calculatrice d'ovulation. Je suis sûre, vous êtes surpris. Moi-même, je ne savais pas que ça existait. Une calculatrice d'ovulation. Heureuse Danondé nous apprend beaucoup de choses ce soir. Mais, eh bien, qu'est-ce que c'est? On va découvrir ça dans un instant. Mais avant, vous le savez, il faut suivre le reportage. C'est tout de suite. Pathologie endocrinienne la plus fréquente chez la femme, le syndrome des ovaires polykystiques touche les femmes de 15 à 40 ans et il constitue la principale cause des troubles de la fertilité. Le syndrome des ovaires micropolykystiques est un dysfonctionnement hormonal qui intéresse tout l'organisme et qui peut avoir des manifestations sur le plan gynécologique, essentiellement déjà des règles qui vont être irrégulières et une élévation du taux de testostérone des hormones mâles, en fait d'androgènes dans l'organisme, et l'apparition à l'échographie sur des ovaires de petits sacs liquidiens qu'on appelle des microkystes en nombre important. L'origine du syndrome des ovaires polykystiques n'est pas encore bien connue,
mais les symptômes varient d'une femme à une autre. Ce qui va amener les femmes en consultation le plus souvent, ce sont des règles irrégulières et souvent une difficulté à tomber enceinte. Pourquoi les règles vont être irrégulières? C'est parce qu'en fait, il n'y aura pas d'ovulation. Et quand il n'y a pas d'ovulation, il n'y a pas de corps jaune. Le corps jaune sécrète une hormone qu'on appelle la progestérone. Et c'est la chute du taux de progestérone qui déclenche l'apparition des règles. Vu qu'il n'y a pas eu d'ovulation, on n'aura pas de taux de progestérone élevé, donc les règles ne vont pas venir à temps, elles vont venir très tard, selon la profondeur du déséquilibre. 35 jours pour certaines, 40, 2 mois, 3 mois, peut-être 6 mois pour d'autres. Donc, c'est ce qui fait qu'on a ces règles en fait qui sont irrégulières. On sait que le surpoids a tendance à être aussi responsable. Le syndrome des ovaires polykystiques persiste toute la vie. Heureusement, des traitements existent pour accompagner les désirs de grossesse. S'il y a un désir de grossesse, ce qu'il faut comprendre, c'est que déjà la maladie des ovaires micropolykystiques, elle va entraîner des règles irrégulières, mais surtout des troubles de l'ovulation. C'est des femmes qui vont voir leurs règles, mais qui ne vont pas forcément ovuler ou qui vont ovuler une fois sur 3 ou une fois sur 4. Donc une difficulté à tomber enceinte. Par rapport à ça, aujourd'hui, on a des médicaments, des molécules qui permettent de stimuler l'ovulation. Et en général, ça marche assez bien, à part quelques-unes qui vont peut-être devoir aller jusqu'à la fécondation in vitro. En dehors du désir de grossesse, on n'arriverait pas vraiment à traiter la maladie vu qu'on ne maîtrise pas sa cause. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est de mettre des traitements hormonaux pour pouvoir régulariser les règles. Mais en général, dès qu'on les arrête des mois après, le déséquilibre se réinstalle. Il est également prouvé qu'un amaigrissement d'au moins 5% améliore les symptômes et favorise le rétablissement d'une ovulation. Nous retrouvons Rose Danondé et Arel Zanou en plateau. Rose Danondé, bonsoir. Agnès Bello, bonsoir. J'aime bien votre chapeau. Merci. Nous ne nous avons pas habitués à cela. Ouais, c'est en tout vrai, cas, ça pas change, à ce chapeau précisément. Ça change des autres chapeaux. Ne me flattez pas, hein. J'attendais votre calculatrice sur le plateau, je ne l'ai pas. Bon, je ne dirais pas le calculateur est là. D'accord, donc le calculateur en chef est là. Alors, Arel Zanou, vous êtes start-upper et oui. justement, avec votre application, vous proposez une façon de calculer, c'est ça? Notre période d'ovulation. De connaître son cycle, sa période d'ovulation. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je peux dire que c'est mon mari qui maîtrise mon cycle menstruel. Coucou, monsieur, merci de nous aider. Et comme moi, elles sont nombreuses. C'est ces femmes-là qui n'ont pas ce souci-là de calculer la période ovulatoire, de voir quand est-ce que les règles vont... Parfois, c'est leur souci, mais elles ne savent pas comment s'y prendre. Comment s'y prendre aussi. Et on a suivi à travers le reportage le désir d'avoir d'enfants et tout. Mais quand vous ne maîtrisez pas votre cycle ovulatoire, votre période de fécondité, comment vous allez pouvoir tomber enceinte? Ça fait partie des raisons peut-être de stérilité. Donc, on a appris que 10 mois doc que nous avons tous ici porté, voilà, qui a remporté tellement de prix, à un nouvel onglet. Et on a vraiment aimé la calculatrice d'ovulation. Dis-moi donc, en tout cas, Arel Zanou, dites-nous tout par rapport à cela. Pourquoi une telle initiative? Alors, déjà, je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée de la femme, même si... Une bonne fête de la femme. Finalement, c'est tout un mois alors. En fait, c'est tout un mois. Voilà. Et il faut dire que nous avons choisi également ce mois-là pour justement... mettre à jour notre application parce que nous avons constaté que beaucoup de femmes souffrent et on a une fonctionnalité en fait qui permet aux patients de discuter avec des médecins en ligne et on a remarqué par exemple que la plupart du temps à plus de 60% les questions évoquées sont souvent liées au désir de maternité, aux problèmes gynécologiques et tout. Donc on a décidé en fait de leur mettre en place un outil pour vraiment les aider vu que nous, notre rôle c'est justement d'aider les gens au niveau de la santé publique de façon générale. Donc, on a un outil qui permet de recueillir les informations, mais en même temps, on doit pouvoir leur proposer des solutions. Donc, on avait à cœur de développer une telle fonctionnalité et comme on venait dans la journée
dans le mois, disons, de la femme, on a décidé justement de lancer cette nouvelle fonctionnalité dans le mois de la femme. Alors, justement, c'est notre façon à nous de célébrer la femme. Si vous permettez, Rose Oui. Danondé, moi, ma question pour M. Zanon, c'est Oui. peut-être savoir qu'est-ce qui change avec cette calculatrice-là. Alors, ce qui change, c'est que déjà, le problème qui est posé, c'est que la plupart des femmes n'arrivent pas à déterminer leur période de fertilité. En fait, c'est le plus grand problème. Et parmi ces femmes-là aussi, il y en a qui ont un cycle régulier, il y en a qui ont un cycle qui soit irrégulier. Quand c'est régulier, c'est encore plus facile. Mais quand c'est irrégulier, c'est une casse-tête pour les femmes. Donc, du Bien coup, sûr. beaucoup de femmes en désir de maternité n'y arrivent simplement pas parce que elles n'arrivent pas justement à déterminer cette période de fertilité qui puisse leur permettre d'essayer la chose. Parce que c'est Dans une la question... bonne période. C'est Dans ça. la bonne Essayer période. dans la bonne période. Dans la bonne Ouais, c'est une période. question de probabilité aussi. Hein. Aussi. C'est pas parce qu'on est en période de fécondité que systématiquement, quand on s'approche de son homme, on va tomber enceinte. Il y a une question de probabilité. Mais quand on le fait pendant cette période, la probabilité est quand même un peu plus élevée par rapport aux autres périodes. D'accord. Alors, comment ça fonctionne Alors, concrètement? c'est Tout le monde peut très déjà simple. calculer Oui. et l'utiliser. Toutes les femmes peuvent l'utiliser. Toutes les femmes peuvent l'utiliser. Bon, sauf Alors, les analphabètes, bien sûr. Bien sûr. Tous ceux qui savent lire, qui peuvent télécharger une application. Vous allez dans votre Play Store, donc c'est généralement sur tous les portables. Vous tapez Dis-moi Doc, comme ça on s'entend, et vous téléchargez l'application. Dès que vous téléchargez l'application, il y a une dernière fonctionnalité là, que vous voyez là, où ils ont mis calculatrice d'ovulation. D'accord. Donc cette calculatrice d'ovulation là, lorsque vous l'ouvrez, ça vous donne la possibilité de choisir la date. Essayez d'y aller pas à pas. La réalisatrice va essayer de vous suivre. Christelle va essayer de vous d'accord. suivre pour permettre aux populations de comprendre le fonctionnement. D'accord. Donc, dès que vous ouvrez cette fonctionnalité-là, l'application vous propose de mettre le premier jour de vos dernières règles. OK. Donc, le premier jour, vous voyez vos dernières règles et vous voyez Oui, quand vous est-ce pouvez que y ça a aller, vous êtes à commencé. l'écran, oui. D'accord. Donc, là, par exemple, je vais choisir à tout hasard une date ici que je vais valider. Et après, Le 5 février 2020. voilà, je choisis la durée moyenne de mon cycle. D'accord. La durée moyenne, c'est Mais moyen. Pour une période ou un cycle régulier, quelle est la durée moyenne? Très bien. Alors, pour une femme qui est régulière, le problème ne se pose pas. Elle va juste choisir son jour, son nombre de jours par rapport au cycle. Mais pour une femme qui est irrégulière, par Ok. exemple, elle va, par exemple, prendre le nombre de jours qu'a duré cette dernier cycle. Je prends les 3 Ces derniers ou les dernières 6 règles. derniers. Ok. Voilà. Premier dit dernière règle, je crois qu'on se comprend Oui, mieux. Non, parlons plutôt de cycle. Ah, d'accord. Oui. Vous préférez? Oui, le cycle simplement parce que quand c'est du premier jour Oui. des Des règles jusqu'à la veille des prochaines règles. D'accord. Donc elle prend sur 3 mois ou bien sur 6 mois. Oui. Elle additionne, elle divise par le nombre de mois D'accord. OK. pour Pour trouver avoir la la moyenne. moyenne. Voilà. Pour 3 mois par exemple, elle prend, si ça a duré 45, 30 et 35 jours par exemple, elle fait 45 plus 30 plus 35, elle divise Par par trois. 3 et c'est ça qui détermine son cycle moyen. Moyen, d'accord. Donc, à partir de ce cycle moyen-là, elle choisit, elle choisit très rapidement le nombre de jours. D'accord, là, on va choisir 22 jours, par exemple, Oui, et elle fait le calcul. d'accord. Et le calcul va lui donner exactement la date de son ovulation. La date précise de La date précise l'ovulation. de son ovulation. Ok. D'accord. Ensuite, il lui donne la période de fertilité. D'accord. Donc là, maintenant, c'est du 9 février au 15 février, d'accord, 2020. Et si Tournez éventuellement... un peu comme ça. Voilà, merci. Si éventuellement, il y a, si éventuellement il y a un rapport sexuel pendant cette période et que la dame tombait enceinte, ça va lui donner la date probable de son accouchement. OK. Ah ben dis donc. C'est une belle avancée. Voilà. C'est une belle Et avancée. puis, Heureuse d'annoncer. L'autre chose aussi, c'est que la personne peut enregistrer tous ses calculs, concerne et son après aller dans son historique pour retrouver tout ce qui a été. D'accord. Arrête-nous, Ok. désolé, l'heure du journal est sacrée, vous le savez. Le sujet est tellement passionnant, on aurait bien aimé pouvoir poursuivre, hein, mais ne vous inquiétez pas, Rose Danondé va récupérer pour le Forum Santé certainement. On démarre le journal, il est 19h45.
Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du journal sur BB24. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres. Une forme de procédé agricultural qui exclut l'utilisation des produits chimiques. Il s'agit de l'agriculture biologique. Nous en parlerons dans ce journal. Cotonou change d'attrait, c'est grâce à Effet Graphe, une association de jeunes artistes, peintres, dessinateurs et graffeurs qui a réalisé des graffitis sur des emplacements stratégiques de la ville. Et puis le bricolage est considéré comme une réparation ou un travail manuel sommaire, mais certains en font une activité principale et font sans cesse appel à leur créativité. Les efforts pour la protection de l'environnement touchent tous les secteurs d'activité, l'agriculture y compris. Ainsi, l'agriculture biologique, une forme de procédé agricultural qui exclut l'utilisation des produits chimiques. Qu'est-ce que l'agriculture biologique en réalité et quelles sont les nouvelles techniques qui s'offrent aux populations? Les explications dans ce reportage. L'agriculture biologique, c'est cette méthode de culture qui exclut l'usage des pesticides, des produits chimiques de synthèse. D'abord, c'est une agriculture qui est respectueuse de l'environnement. C'est une agriculture qui veille à la préservation de la qualité des sols, des produits, la qualité de nos eaux, la qualité de l'air et la qualité aussi de la santé de l'homme. Il y a plusieurs techniques culturelles en matière d'agriculture biologique. Nous pouvons citer les cultures associées, par exemple. On les appelle la technique des 3 sœurs, par exemple, qui consiste à pratiquer plusieurs cultures sur la même parcelle pour permettre au sol de jouir d'une certaine vitalité. Cela préserve le sol contre les parasites et les ravageurs, par exemple. Il y a aussi la permaculture. C'est cette culture qui consiste à programmer les cultures en fonction de la situation géographique et les avantages climatiques que vous avez. Par exemple, si en janvier, vous savez que en janvier, voilà, vous connaissez déjà le climat qu'il fait. Donc, en fonction de ça, vous savez les produits qui sont bons pour les cultures qui sont bonnes pour cette période-là. Il y a également l'agroforesterie. Ça inclut les arbres dans la production des cultures que vous connaissez, les cultures ordinaires. En dehors de ça, il y a le compostage et le paillis. Et ça consiste à redonner les éléments nutritifs au sol, ces éléments que le sol aurait perdus entre-temps. Vous avez sûrement remarqué des graffitis sur un long mur d'environ 1 km à Zongo, à Cotonou. C'est l'œuvre de Effet Graphe, une association de jeunes artistes, peintres, dessinateurs et graffeurs qui utilisent l'écriture murale comme canal pour s'exprimer en toute légalité. L'art du graffiti est en vogue et crée une ambiance chaleureuse dans la ville de Cotonou. Suivez ce constat de Edwige Agosso et Perspective Tossa. Ils peignent les murs par passion et par amour de l'art. Le graffiti, c'est ce qui réunit ces jeunes. Parés de bombes de peinture, ils transforment ce mur d'1 kilomètre pour passer un message dans une ambiance festive. Alors le graffiti, ça sert à communiquer essentiellement, à passer des messages, à sensibiliser. Ça peut améliorer un espace public comme un espace privé. En fait, c'est de l'art qui se met à la disposition des gens. Des fois, ça peut être juste la signature de l'artiste. Donc, une manière à l'artiste de vous dire qu'il est là, qu'il existe. Et aussi, ça peut être utilisé pour sensibiliser. Des messages qui varient d'un artiste à un autre. Ici, le thème choisi est Horizon 2050. Un thème futuriste qui inspire un retour aux sources. Alors, derrière moi, on a une illustration et un lettrage combinés dont la signification est Kondo le requin. C'est un hommage
que je rends en fait à Kondo le requin, le roi Béanzin, qui a farouchement défendu son peuple. Qu'il soit un art ou un acte de vandalisme, l'énigme n'est plus à élucider. La présence de ces tags sur les murs de l'OCBN colore la ville. Autrefois masculin, le graphe devient plus ouvert et accessible aux femmes. On a formé une soixantaine de jeunes filles. C'était un atelier uniquement réservé aux filles, où on leur a donné des techniques de base pour pouvoir aborder la discipline. Et je dois vous dire que sur ce mur, il y a des fresques qui ont été faites par ces filles-là. À sa finition, il promet d'être le deuxième plus long mur de graffiti au monde. Mais pour le moment, c'est un studio photo géant. Ce qui, pour ses créateurs, est un signe de gratitude. Moi, pour ma part, je suis content de voir les gens poser devant nos œuvres. Ça montre que le Béninois commence à s'intéresser à l'art. Et c'est carrément un plaisir pour moi de voir après les photos circuler sur les toiles et de voir le mur mettre en valeur par les Béninois, les jeunes Béninois. Voilà. Nous qui sommes pionniers du graphe sur place, nous avons un devoir. C'est de faire en sorte de devenir des exemples pour que d'autres personnes puissent embrasser la discipline. De la demande, il y en a déjà à voir toutes ces images qui abondent les réseaux sociaux et ces prestations dans les rues. L'association Effet Graphe, composée de jeunes Béninois, fait du graffiti un art d'avenir. Au Bénin, dans les rues et marchés de Cotonou, il est très fréquent de croiser des bricoleurs. Ils sont pour la plupart non lettrés. Leurs marchandises ne sont pas importées, mais pensées et fabriquées par leurs propres soins. Ils réparent aussi les objets souvent indispensables. Pour eux, bricoler n'est pas une distraction, mais un travail. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle ils s'y adonnent malgré toutes les difficultés qu'ils rencontrent. Edwige Agossou, Mathieu Sokenou et Gloria Oni pour le reportage. Dans la nuit noire de plusieurs villages du Bénin et d'ailleurs, ces lampions éclairent certaines maisons et certains marchés. Les fabricants de ces objets précieux pour le quotidien de plusieurs sont des bricoleurs. Ils recyclent pour la plupart les matières de fabrication. Cependant, ces bricoleurs ne fabriquent pas que des lampions. J'ai souvent besoin des boîtes en acier pour fabriquer des lampions. Ce fil de fer est issu des pneus des véhicules gros porteurs. Je rachète les pneus et j'extrais les fils. Avec l'alu recyclé, je fabrique les récipients qui servent à préparer le gâteau. Les matières recyclées pour la fabrication se font rares. Elles occasionnent parfois la hausse du prix de vente. L'alu est à 24 000 ou 30 000 francs CFA. La douzaine de ces boîtes est à 400 francs CFA. La douzaine de lampions est à 600 francs CFA. On inscrit en bricolage toute activité dont les matières de fabrication sont recyclées et dont les objets qui en sont issus ne sont pas industrialisés. Le forgeage aussi en fait partie. Je fabrique la hache, le burin et les gonds de porte avec le fer recyclé. Les difficultés peuvent freiner la motivation, mais ces jeunes créateurs et concepteurs n'entendent pas baisser les bras. Au cas où le fait chaud nous blesse, nous nous rendons à l'hôpital pour nous faire soigner. Ma difficulté est que je me promène souvent pour avoir les matières premières. Le marché d'écoulement de ces produits finis ne sont pas connus d'avance. Certains possèdent leurs clients et d'autres sont des vendeurs ambulants. Je livre souvent mes produits finis à des tenanciers de quincaillerie. Mes clients passaient acheter, mais aujourd'hui, je passe de marché en marché pour la vente. Le bricolage n'est pas qu'initiative et création, mais il est aussi réparation. Ce choose maker redonne vie et beauté aux chaussures. Ça peut arriver un jour, on peut avoir jusqu'à 7 clients juste pour les réparations. C'est par exemple des chaussures des boutiques où c'est vendu à 45 000, 35 000. Donc la réparation, si c'est pour faire le ressemblage, ça tend vers 2500, 3000 environ.
Le bricolage regroupe les occupations exercées hors du cadre professionnel en tant qu'amateur. Ces occupations sont liées à la création, l'amélioration et la réparation de toutes choses matérielles. Hors de nos frontières, après d'intenses analyses et discussions, les responsables du Fonds mondial pour l'adaptation au climat ont annulé la 35e réunion du Conseil de l'institution prévue du 31 mars au 3 avril 2020. L'événement qui devrait se tenir sur le campus des Nations Unies à Bonn, en Allemagne, a été annulé à cause des risques encourus du fait de l'épidémie du coronavirus. En lieu et place, une réunion virtuelle de moindre envergure se penchera sur les points les plus urgents de l'ordre du jour. Cette décision d'annulation est conforme à la politique adoptée par la Convention des Nations Unies sur le climat et le groupe de la Banque mondiale concernant les réunions internationales visant à contenir la propagation du coronavirus au sein de leurs équipes. Au Tchad, le gouvernement va injecter plus de 3 milliards de francs CFA par an sur les 5 prochaines campagnes cotonnières afin de réduire le prix des engrais aux producteurs. Concrètement, le prix des engrais livrés aux producteurs sera diminué de 6 000 à 7 000 francs CFA par sac. Cette démarche de l'exécutif vise à stimuler l'utilisation d'engrais par les exploitations de coton afin de renforcer la production. La filière coton a été relancée dans le pays grâce au rachat de 60% du capital de coton tchadien. En 2018, la production du pays a progressé d'environ 16 000 tonnes de coton graines en 2017 à 173 000 tonnes en 2019. Et ce sera tout pour ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Voilà, merci à vous Aurélie Sutton de l'avoir présenté. Justement, le grand rendez-vous se poursuit et à présent, on revisite le parc Pendjari. Des principales ethnies. Voilà, mesdames et messieurs, si vous en doutiez, nous espérons que cette vidéo, justement, vous a redonné confiance en vous et vous a permis de savoir qu'au Bénin, ici, il y a de très belles choses à voir et à revoir. Le parc Pendjari fait partie de nos plus beaux trésors. Et voilà, mesdames et messieurs, le rendez-vous de ce soir tire vers sa fin. Mais avant de vous quitter, on fait ensemble la citation avec la complicité de la régie, évidemment. La citation de ce soir dit ceci: « Le bonheur n'est pas toujours dans un ciel éternellement bleu, mais dans les choses les plus simples de la vie. »
Le bonheur n'est pas toujours éternellement bleu, mais dans les choses les plus simples de la vie. C'est une citation de Confucius. Eh bien, merci au chef d'édition du jour, Kenneth Sossou, pour nous l'avoir proposé. Merci à vous, mesdames et messieurs, d'avoir été des nôtres tout au long de ce numéro du Grand Rendez-vous. Je vous donne encore rendez-vous demain à la même heure et surtout sur la même chaîne. Bye bye.